Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et je vais vous parler de mon bilan de lecture du mois d'avril. Vous allez voir, c'est quand même bien complet. Je pensais avoir moins lu qu'au mois de mars, mais finalement c'est peut-être pareil, même un peu plus. J'ai l'impression que j'ai passé moins de temps, en tout cas devant mon bouquin, et d'avoir été un peu plus dehors, faire du jardinage, des plantations, parce que j'aime énormément ça, et le printemps c'est vraiment une saison que j'aime particulièrement. Alors pour cette fois-ci, pour ce bilan, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, je fais toujours les livres un peu pour adultes et ensuite je parle des albums jeunesse. Mais finalement, là, j'ai changé. J'ai divisé ma vidéo en 3 catégories. Donc, on aura une première partie où je vais parler des livres papier. Donc, ce sera adulte, jeunesse, tout sera mélangé dedans en fait. J'aurai une partie sur les livres numériques et la dernière partie, ce sera les livres audio. Commençons donc par les livres papier. Comme premier livre papier, donc j'ai lu À sœur perdue de Marion Jolès-Grosjean. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion, donc il y a quand même pas mal de mois. Parce que le résumé m'intéressait, et puis je me suis dit, tiens, je connais pas cette autrice, l'histoire a l'air sympa, ça parle de sœurs, de famille, vous savez que j'aime énormément ça. Donc, normalement, il y avait vraiment très peu de chances que je n'aime pas cette lecture. Ce livre parle de 2 sœurs qui étaient vraiment très proches durant leur enfance, et puis après, elles ont fait chacune leur vie. Et en fait, il va arriver quelque chose de vraiment difficile dans leur vie. Et là, on va voir que c'est vraiment pas facile de pouvoir continuer la vie comme si de rien n'était, alors qu'une grosse tragédie est arrivée. Comment d'ailleurs survivre à ça en fait? Comment vivre après ça? Pour ces 2 sœurs, donc on a Amélie et Marianne. Amélie, c'est un peu la plus jeune, celle qui vit un peu au jour le jour, qui fait la fête, qui a une vie un peu plus cool, détendue. Et Marianne, qui est déjà en couple, elle a 2 enfants, et donc forcément, elle a une vie un peu plus rangées. Elles vont forcément se poser des questions sur quel est un peu le but de leur vie, est-ce que c'est vraiment là où elles devaient être, elles ont peut-être des manques dans leur vie et se demandent comment elles pourraient les combler en fait. C'est un peu des questions existentielles que chacun peut se poser, vous, moi, tout le monde. À un moment de nos vies, souvent on se pose des questions, on se dit mince, est-ce qu'on est vraiment là où on devrait être? Est-ce qu'on a vécu ce qu'on voulait vivre? Est-ce qu'on a fait les bons choix? On est toujours un peu là-dessus en fait, sur ces questions-là. Et comme je disais tout à l'heure, une tragédie va arriver. En fait, Marianne va vraiment sombrer dans un sale état. Elle va vraiment tomber bien bas et elle ne saura vraiment pas comment remonter la pente. Et elle a une famille, elle a 2 enfants en bas âge, donc elle doit continuer à vivre pour ses enfants, elle doit leur montrer le chemin. Et c'est vraiment difficile quand on est vraiment dans une épreuve où tout semble vraiment trop lourd à porter autour de soi en fait. Mais elle va devoir vraiment user de bonne volonté aussi, de force, de courage pour pouvoir surmonter l'épreuve. Alors, autant vous dire que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pleuré comme une madeleine devant une lecture, en fait. Si vous voulez lire ce bouquin-là, c'est vraiment très émouvant, très sensible. Il y a vraiment des émotions, il y a du drame, il y a des choses très difficiles. Et on peut pas rester, je pense qu'on ne peut pas rester insensible face à une lecture pareille, parce que ce sont des choses qui pourraient très bien nous arriver. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, qui m'a fait être un peu comme ça. Et je me dis, moi j'ai des sœurs, j'ai des frères, et on est à l'abri de rien, en fait. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. On ne sait pas aussi comment on pourrait gérer ce genre d'événement. Et donc, je vous conseille de prendre un paquet ou même plusieurs paquets de mouchoirs si vous voulez lire ce bouquin, si vous êtes un peu sensible. Le début, je l'ai trouvé un petit peu long à se mettre en route, mais après, tout s'est super bien passé. Je suis vraiment rentrée dedans, je me suis accrochée, attachée aux personnages parce qu'ils sont vraiment attachants forcément. Et la fin, c'était une très belle fin. Et après, je me suis dit, cette petite longueur que moi j'ai ressentie au début, je pense que c'est comme si l'autrice, en fait, elle avait fait exprès en fait, de faire durer un peu les choses pour que justement la suite, elle ait vraiment un impact bien plus fort. Moi, c'est ce que je ressens à la fin en fait. Mais après, je ne sais pas si c'est ce que l'auteur a voulu faire passer et si par exemple, vous lisez ce bouquin, vous allez ressentir la même chose que moi. C'est tiré quand même de faits réels, hein. C'est pas une histoire vraie, mais l'autrice s'est intéressée à une histoire qui s'était passée et puis elle s'en est inspirée pour pouvoir écrire cette histoire. Inconnu à cette adresse de Chris Taylor aux éditions Le Livre de Poche. Et je l'ai acheté d'occasion pour 1 € dans un marché dans le sud pendant mes vacances. Donc on y parle d'une amitié longue de plusieurs années et solide comme le roc. Est-ce que ça peut être brisé une amitié comme ça? En tout cas, dans ce roman à succès et classé un peu comme un classique, il est question d'une amitié entre 2 hommes, Max et Martin. Donc ces 2 hommes sont inséparables et ils ont même une affaire ensemble qui fonctionne très bien aux États-Unis. En 1932, Martin décide de retourner vivre en Allemagne, son pays natal. Et Max, juif américain, reste lui aux États-Unis.
Alors que la guerre se prépare en Europe, bon nombre de personnages prennent de la place sur le devant de la scène, ainsi que leurs idéologies forcément, comme un certain Adolf Hitler. Et donc, la correspondance entre les deux hommes, alors jusque-là très riche et conséquente, commence à diminuer et les lettres sont de plus en plus espacées. Max a un mauvais pressentiment. Il sent le vent tourner et il se sent tellement impuissant face aux événements tragiques qui deviennent de plus en plus fréquents en Europe. Alors la question qui est sur nos lèvres est la suivante. Est-ce que l'amitié entre Max et Martin résistera-t-elle à cette émulsion initiée par Hitler dans les esprits des Allemands ? C'était vraiment une histoire sympa, on a beaucoup aimé. Elle était très courte, mais c'est très riche en émotions aussi. Franchement, c'est un livre à lire. Alors, on a Blackwater tome 5. Donc là, on est dans une saga qui fait 6 tomes. Donc c'est l'avant-dernier tome que j'ai pu lire. Et je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. C'est vraiment une ambiance assez bizarre. J'ai jamais réellement compris le genre de ce bouquin. On dit un peu horreur. Ouais, il y a un peu cette ambiance qui pourrait nous faire croire que c'est un peu dans ce sens-là. Mais c'est vraiment finement mené en fait. Donc ça fait... On n'a pas réellement peur. Pour moi, c'est pas du tout ça en fait. L'histoire est vraiment très intéressante. On parle encore une fois d'une famille et sur plusieurs décennies finalement, puisqu'il y a 6 tomes, donc ça se passe dans les années 1900 et sur au moins 50-60 ans je pense. Donc bon, forcément, il y en a qui sont là au début de l'histoire et qui seront plus là à la fin, puisque la vie passe et puis les gens trépassent. On s'attache aux personnages alors que pourtant il y en a vraiment pour lesquels on n'aurait pas envie. Mais l'écrivain, l'auteur a vraiment bien ficelé les choses, a vraiment bien mis les événements les uns après les autres pour qu'on puisse bien être imprégné de cette ambiance, des personnages, de leur histoire, de ce qui leur arrive, des choix qu'ils font, des choses étranges qui arrivent dans leur vie. Même si c'est pas un genre auquel je suis habituée, en fait, j'ai envie de savoir à chaque fois la suite. Et ce tome 5 a été vraiment très intéressant parce qu'il y a énormément de rebondissements par rapport au tome précédent. Et on sent en fait que ça va se terminer et du coup, c'est comme si on arrivait dans un grand temps de péripéties où il faut que tout bouge, que tout se bouscule en fait. Donc je me suis vraiment pas ennuyée, ça s'est lu très 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 vite. Dans tous les cas, il n'y a vraiment pas énormément de pages, quand même presque 300, mais c'est écrit en gros, c'est un petit bouquin. Les couvertures, elles sont toujours aussi sublimes. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde la couverture, tous les dessins, il y a des petits dessins qui reprennent ce qu'il y a dans l'histoire en fait, donc des petits indices. Donc c'est pas mal. Il y a vraiment beaucoup de suspense. Lola doit mourir de Bruce Benamran aux éditions Flammarion. On l'a acheté aussi d'occasion pour 2-3 €. Comment avoir la force de vivre lorsque nous sommes harcelés de toutes parts et que tous nos proches nous ont tourné le dos ? Eh bien, c'est face à cette question que nous sommes dans ce thriller. Presque tous les jours, une personne se suicide alors qu'elle a été victime de harcèlement corsé. La police va s'intéresser à l'une de ces victimes et va se rendre compte que ça n'est pas un suicide ordinaire. Il y a quelque chose derrière tout ça, quelque chose qui est manigancé derrière. Et c'est une histoire qui tient vraiment en haleine, en tout cas nous on a beaucoup aimé. Elle tient en haleine jusqu'au bout et elle met vraiment nos nerfs à vif. On a beaucoup aimé le monde des réseaux sociaux, la manière dont le harcèlement s'immisce dans la vie des gens sans trop comprendre pourquoi. C'est vraiment informatif et intéressant et c'est justement ça qui a vraiment été super intéressant pour nous et qu'on a beaucoup aimé en fait. C'est un sujet qui est très délicat, sensible et qui est très actuel surtout. Et les jeunes sont souvent happés par ça et ils se rendent pas compte en fait que derrière les écrans, c'est pas toujours des gens bien. Est-ce que vous avez entendu parler de ce bouquin ou vous l'avez lu ? En version papier, j'ai aussi lu L'Embarras du choix. Alors là, je voulais vous le montrer, mais je ne sais pas où je l'ai rangé. En fait, j'ai pas un seul endroit chez moi où je mets mes bouquins, donc il y en a un peu partout, à l'étage, au rez-de-chaussée. J'ai pas une seule bibliothèque, quoi. Donc c'est un peu compliqué des fois avec... je dois en trouver un, c'est un peu comme un labyrinthe, quoi. L'Embarras du choix, donc de Laure Manel, je pense que c'est mon premier bouquin de cette autrice que j'ai lu. Et j'en avais entendu beaucoup parler en fait de cette autrice-là dans les réseaux sociaux, tout ça. Et bon, elle est française, donc je me dis tiens, ça peut être aussi sympa. J'aime bien soutenir les auteurs de notre pays aussi. Et donc je me suis lancée dans cette lecture au mois d'avril. Et donc en fait, ça parle un peu d'une histoire où on a une femme qui va se marier donc avec son fiancé. Et elle est devant l'autel et le prêtre ou le pasteur pose la question « Est-ce que vous voulez l'épouser ?» Et elle est sur le point de dire oui, mais subitement il se passe quelque chose. C'est comme si en fait elle voyait sa vie se dérouler et elle a 3 scénarios possibles qui peuvent arriver. Et donc
ce bouquin justement est divisé en 3 parties, donc sur les 3 visions de sa vie si elle se marie avec lui. Si on savait ce qui allait nous arriver plus tard, quels seraient nos choix? Est-ce qu'ils seraient les mêmes que si on ne savait pas ce qui allait nous arriver? C'est pas facile à répondre à cette question. Donc Emma, elle est un peu face à ça, mais finalement elle sait ce qui pourrait lui arriver. Donc elle doit faire un choix. Et ce qui est intéressant dans la manière dont Laure Manel a écrit son bouquin, c'est que donc on a ces 3 parties. Les chapitres sont courts, ça j'aime beaucoup parce que c'est très rythmé en fait. On a l'impression que l'histoire elle coule très vite en fait, ça va super rapidement. Et à chaque fin de chapitre, on a un petit témoignage en fait d'une des personnes qui est invitée au mariage, donc qui est là dans l'église. Et on voit en fait chacun est dans ses pensées et puis on va apprendre un peu leur vie en fait et ça va un peu aiguiller toute l'histoire, ça va nous aider aussi à comprendre certaines choses. Donc ça pourrait paraître anodin tous ces témoignages, mais tous regroupés les uns avec les autres, ça nous aide un peu dans notre lecture et ça nous fait réfléchir aussi à l'idée de l'engagement, du mariage, toutes ces choses-là. Ça fait que c'est pas juste une histoire qui est juste racontée. J'ai l'impression qu'elle a voulu faire passer pas mal de messages, en tout cas un peu psychologiques, sur des notions importantes de la vie. On voit d'ailleurs que le mariage, ça peut être vu d'une manière différente selon les personnes. Il y en a qui disent que c'est démodé, que ça sert à rien, dans tous les cas, ça ne durera pas parce que les statistiques montrent que quasiment un mariage sur 2, ça marche pas. Il y en a qui disent que le mariage, ça emprisonne les gens, ils sont pas libres. Il y en a qui disent qu'un mariage, c'est pas pour la vie, on peut en faire plusieurs. Et d'autres qui pensent que le mariage, c'est un engagement et si on dit oui, c'est pour la vie en fait. Donc c'est un choix super important. Et c'est aussi quelque chose qui se construit, c'est pas inné en fait, on se marie pas et tout va se passer bien comme les premiers jours. L'amour, ça se construit, ça se nourrit et c'est un travail des deux en fait. On peut pas juste laisser faire et puis le temps en fait et voir comment ça va se passer. C'était vraiment une lecture qui m'a intéressée parce que moi j'aime bien réfléchir, j'aime bien m'approprier les choses, j'aime bien me projeter dans la vie des personnages. J'aime bien aussi voir les questions qui se posent, c'est peut-être des questions que moi aussi je me pose dans ma vie, donc oui, c'est super intéressant et j'ai bien aimé. Après, la fin n'est pas forcément la fin que moi j'aurais désirée, mais bon, c'est une fin qui pourrait arriver. Alors ici c'est un album jeunesse donc qui s'appelle Le Bonnet Rouge de Frank de Sean E. Avery et qui a été publié chez 1, 2, 3 Soleil. On l'a acheté aussi broché d'occasion pour pas grand chose. Chez Noz, si vous connaissez le magasin. Parfois on y fait vraiment de bonnes affaires. Alors c'est Frank, qui est un pingouin. Et comme on le sait tous, les pingouins ils vivent dans un environnement froid, et tout en noir et blanc. Les rochers noirs, de la neige blanche, les autres couleurs n'ont pas leur place. Frank déborde d'idées et il rejoint un jour ses copains avec un bonnet rouge. Mais ses comparses ne le voient pas d'un bon œil, ils sont inquiets, car cette couleur présage rien de bon pour eux. Horace essaye le bonnet et quelques secondes plus tard, il se fait avaler par une orque. Évidemment, la peur s'accroît chez les pingouins et ils ne veulent pas entendre parler de bonnet et surtout de couleur. Frank est triste, il délaisse son bonnet, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vraiment un bijou ce livre, une histoire un peu triste et en même temps si drôle et attendrissante à souhait. On l'a beaucoup aimé, les illustrations sont vraiment magnifiques, c'est très très beau. Ce contraste entre le noir et le blanc, puis les couleurs qui s'y ajoutent. La fin est sublime, c'est vraiment un joli coup de cœur pour nous. Les enfants ne peuvent qu'aimer cette histoire. Et si on passait au livre numérique maintenant? Donc moi c'est vrai que j'ai un peu dans mes habitudes de lecture, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais en général dans la journée je vais lire plutôt du livre version papier. Et le soir, avant d'aller me coucher, souvent je lis un peu. Là je suis plutôt avec mon téléphone et je lis des livres numériques. Ça me permet de pouvoir éteindre la lumière, je ne dérange pas mon mari. Et tout se passe bien. Donc j'en lis quand même beaucoup plus qu'avant. Disons que c'est bien pratique en fait. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite il y a 1 ou 2 semaines, ou je pense que c'était la semaine dernière, qui parle de l'évolution du livre, de ses origines jusqu'à maintenant. Et je parle aussi des livres audio, des livres numériques, comment ils sont apparus et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Au niveau du livre papier par rapport justement au livre numérique et au livre audio, vous allez voir, c'est super intéressant. Moi j'ai appris pas mal de choses et je pense que ça pourrait vous intéresser. Petit aparté comme ça, entre deux. Oui, donc j'ai lu La cuisinière des Kennedy. Alors c'est de Valérie Patureau et ça a été édité chez les éditions Les Escales. Donc ça j'ai lu en service presse non rémunéré, donc via NetGalley encore une fois. Donc c'était
C'est un livre qui est sorti très récemment, il y a un mois peut-être ou 2 maintenant. Alors autant la couverture, elle ne me plaisait pas du tout, mais le titre, m'intriguait et forcément moi j'aime bien lire les quatrièmes de couverture, donc j'ai été voir. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa de lire, un livre un peu historique, ça parle de gens, véritables en fait qui ont vécu. La cuisinière, c'est une vraie personne en fait et donc c'est du témoignage. Donc bien sûr, il y a de la fiction un peu pour bien enjoliver les choses, mais j'aime lire ce genre de bouquin. La cuisinière des Kennedy, ça parle en fait d'une jeune fille qui n'a pas eu la vie facile. Il faut dire que son enfance, elle a été très compliquée. Je pense, si mes souvenirs sont bons, elle a été abandonnée, donc elle a été recueillie dans une famille, mais elle a dû aller dans une autre famille, puis encore dans une autre. Et en fait, malgré toutes les choses difficiles qu'elle a pu vivre, à chaque fois, elle a pu rentrer vraiment un peu dans sa destinée, on va dire, où elle a appris à cuisiner. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait vraiment beaucoup ça et elle a pu aller, cuisiner, toujours plus haut en fait, chez des gens, qui étaient, un peu huppés, aisés, qui avaient les moyens et donc elle est devenue comme ça, par la suite, la cuisinière de la famille Kennedy et donc elle nous raconte un peu, vraiment tout son parcours de son enfance jusqu'à sa place chez les Kennedy et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir en fait autant sa vie personnelle mais aussi, un peu la vie des autres gens qui l'entourent. Donc on a pu apprendre beaucoup de choses, sur la famille Kennedy, qui a été jusqu'aux élections présidentielles. Il y a eu un président, ils ont eu quand même beaucoup de déboires, il y a eu des tragédies dans leur vie et c'est intéressant de le voir aussi, par le biais d'une autre personne en fait, d'une domestique, d'une personne qui était à l'intérieur de la maison mais qui ne fait pas partie de la famille. Il faut discerner, le fictif du réel. Mais moi j'ai vraiment aimé cette lecture justement, pour toutes ces choses-là en fait, sa vie à elle, la vie des gens qui l'entouraient, le fait d'apprendre un peu plus sur les Kennedy, c'est quand même une famille, heu, dont on a beaucoup entendu parler et qui a vraiment eu, des impacts forts. Donc malgré le fait que la couverture ne me plaisait pas du tout, je savais que l'histoire pourrait me plaire et j'ai vraiment pas été déçue. Donc ça, c'était super. Franchement, je le recommande, ça peut être une lecture sympa pour vous et surtout, j'ai oublié, si vous aimez manger, si vous aimez cuisiner, elle nous parle de recettes, on a l'eau à la bouche quand on lit ce bouquin, c'est impressionnant. On a envie de faire des révolutions culinaires chez nous, tellement ce qu'elle propose, ça a l'air d'être, succulent. La mère au foyer de Nicole Trop et qui a été publié aux éditions Boukouture. C'est un SP qu'on a lu par la plateforme NetGalley. Au début du roman, on a une femme qui se tient devant sa porte, elle est prête à entrer chez elle. Au même moment, une voiture arrive à une vitesse vraiment rapide et elle s'arrête devant chez elle. La porte arrière s'ouvre et son mari est jeté à terre dans un état lamentable. Autant dire que ça commence dans un rythme déjà bien soutenu, ça annonce quand même la suite. On a beaucoup aimé cette histoire parce qu'elle retrace la vie des deux femmes, deux voisines en fait, et de leur famille. Elles habitent l'une en face de l'autre et l'histoire va être racontée tantôt par une et tantôt par l'autre. Et cette façon de voir les événements par deux narrateurs différents et donc deux points de vue différents est très intéressante car en même temps ça nous perturbe finalement parce que on ne voit pas les choses de la même manière et ça nous pousse dans nos retranchements et nous fait réfléchir aussi. On se pose plein de questions, on ne sait pas véritablement qui ment, qui est-ce qui dit la vérité. Bref, c'est un thriller qui est vraiment surprenant, bien ficelé et honnêtement, on n'a pas vraiment trouvé ce qui allait arriver à la fin, donc on était de surprise en surprise. C'est une histoire vraiment à lire, un thriller psychologique et domestique très prenant. Si vous aimez les thrillers psychologiques, les thrillers domestiques, vous allez être vraiment servi. Alors ici, on est plutôt dans la littérature jeunesse, adolescente, on va dire. C'est un bouquin, c'était une BD, oui, c'était sur un événement donc, qui a vraiment eu lieu. C'est la rafle d'Isieux, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça a été une histoire quand même très dure, très dramatique. Et j'ai vraiment aimé cette BD parce que j'en ai vraiment appris plus sur cet événement. Donc là, j'étais vraiment subjuguée, émerveillée. Les illustrations sont super jolies. L'histoire est très bien ficelée, très bien menée. Et puis forcément, les images, je trouve, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, le fait de lire des faits réels qui se sont passés et en plus avec des images, j'ai l'impression que ça me parle encore plus en fait et que j'arrive à visualiser les choses encore mieux en fait. Donc ouais, c'est super impressionnant et j'ai bien aimé parce que c'est de l'histoire en fait de notre pays aussi et je m'en rappelle pas si je l'ai vu en fait. Donc, ça devait vraiment être très compliqué de vivre à ces périodes-là où tout peut changer d'un moment à un autre en fait. La BD elle retrace vraiment l'enquête qui a été menée donc à partir du moment où il y a eu cette rafle jusqu'aux procès qui ont eu lieu dans les années 90. Donc c'est vraiment proche en fait de notre période actuelle, quoi. Ça fait même pas 50 ans, donc
c'est impressionnant. Et puis ce qui est très 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 intéressant aussi, c'est qu'à la fin, il nous montre des images, des vraies images, des photos en fait de ces locaux, là où il y a eu cette rafle, hein, il y a pas mal d'années. Comme je le disais tout à l'heure, on arrive à se projeter et visualiser encore plus les événements et se les mettre bien en tête, quoi. Je pense que c'est bien de mettre ça dans les mains des ados, des lycéens, parce que forcément ils voient ça à l'école, et je pense que ça peut les aider à visualiser encore mieux ces périodes-là, ce qui a pu arriver. Et je trouve que avec les images, on peut retenir et mémoriser les choses plus facilement que juste des écrits. Klebsi, chien de la jungle. Alors ici c'est un album jeunesse illustré par Noé Carlin et Thierry Manès, publié chez DJ Jeunesse, et c'est aussi un aspect qui a été lu via la plateforme NetGalley. Donc mercredi c'est le jour des enfants sur mon compte Insta, et donc je propose souvent des livres jeunesse, des albums pour les enfants, pour les ados, les jeunes adultes. Donc là on y parle de Klebsi, qui est un chien chic. Il vit dans l'opulence comme un petit bourgeois dans sa belle maison. Il n'a jamais mis son museau plus loin que le fond de son jardin. Sauf qu'un jour, son maître décide de l'emmener dans la jungle. Et c'est là que tout va se compliquer pour lui. C'est vraiment un monde hostile pour lui, car il n'a jamais été là-bas. Et ce monde n'aura pas de pitié pour lui, il va devoir s'en accommoder s'il veut rester en vie. Et surtout, depuis qu'il est perdu, il se retrouve seul sans son maître dans la jungle. Il va devoir se débrouiller tout seul. Donc il va devoir aussi user de stratégies pour survivre, se préserver face aux animaux sauvages et hostiles. Est-ce que vous aimez les livres où le personnage sort de sa zone de confort et qu'il est obligé de prendre son courage à deux mains pour pouvoir prendre sa vie en main? C'est vraiment un livre qui est à mettre entre les mains de vos petits, mais aussi des grands, car on a toujours besoin de messages forts pour nous remettre en selle en cas de besoin. Et après, j'ai lu encore dans la jeunesse L'apprentie voleuse, donc c'est un tome 1, il y aura plusieurs tomes, je ne sais pas combien, de Alexandra Haute, et qui est sorti là très 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 récemment, le 5 avril, donc il y a un mois. C'est un peu style fantasy, mais je trouve que c'est pas très très prenant en fait. Enfin, il y a un bon équilibre entre le réel et le fantasy. En fait, il y a un peu de magie, ce genre de choses, mais je dirais peu quand même. Alors, est-ce qu'il faut subir sa vie ou plutôt suivre ses rêves, mais malgré les épreuves et les embûches? Ici, c'est l'histoire de Ali Roscoe, qui est dans un orphelinat puisqu'elle a été abandonnée. Donc, ça fait 10 ans qu'elle vit dans un orphelinat à Hazeland. Et il n'y a pas vraiment d'avenir pour elle, quoi. Bah, c'est ce qu'elle pense. En fait, chaque année, donc ça c'est l'histoire qui va commencer un peu comme ça, chaque année il y a un jour, ça s'appelle c'est le jour de l'adoption. Donc il y a des familles qui viennent et puis qui rencontrent ces orphelins, ces orphelines, et qui voient s'il n'y en a pas un ou une qui pourra aller vivre avec eux. Elle est dans plusieurs familles, mais ça s'est jamais vraiment bien passé, elle a fugué, c'était vraiment chaotique, et elle en peut plus, elle en a marre parce qu'elle veut plus être déçue en fait. Donc elle fait tout pour qu'aucune famille ne puisse s'intéresser à elle. Mais ce jour-là, une famille a envie de la rencontrer. Donc du coup, elle y va, mais elle se dit dans sa tête, je vais tout faire pour qu'ils ne m'adoptent pas, je veux pas aller avec eux. Donc elle fait attention, elle joue quand même le jeu, elle répond un peu aux questions, tout ça. Mais en fait, lorsqu'elle est dans cet endroit où elle rencontre les familles, elle se dit, ah, là, il y a moyen de pouvoir peut-être m'enfuir de l'orphelinat. Et donc, pendant qu'elle est avec la famille, elle est en train de faire son plan pour s'évader. Elle y arrive et elle va être poursuivie par des protecteurs, on appelle ça, c'est un peu comme les policiers en fait. Et donc elle doit faire attention parce que sinon elle va être reprise et puis elle va être enfermée à l'orphelinat à nouveau et elle sera encore plus surveillée, ce genre de choses. Donc elle arrive à s'enfuir, elle rencontre un garçon à peu près de son âge qui est un peu un voleur comme elle, et donc il va lui apprendre un petit peu les ficelles du métier entre guillemets de voleur, pour pouvoir survivre et pour pouvoir aller là où elle veut et vivre sa vie. Le problème, c'est qu'elle est prise d'une malédiction, elle a été touchée et en fait, il y a son corps qui commence à devenir tout noir en fait, et au bout de quelques jours, si elle n'a pas de solution, elle n'a pas de traitement, elle mourra. Donc, elle n'a pas d'autre solution que de suivre son amie pour pouvoir aller dans un endroit où elle va pouvoir avoir de l'argent et se payer le traitement dont elle a besoin pour pouvoir survivre. C'est une histoire vraiment intéressante. Pour les ados, c'est top, c'est très bien écrit, simplement, on comprend bien. Les personnages sont pas très difficiles à définir, ils sont attachants. Moi, c'est pas forcément le genre de livre que je lis habituellement, mais je me suis vraiment bien imprégnée de l'histoire et j'ai aimé la lire en fait, et j'ai été happée du début à la fin. Et j'étais vraiment derrière cette jeune fille et ce garçon, et je voulais vraiment qu'elle s'en sorte en fait. Donc, c'était pas évident dans les moments où c'était difficile. Je me demandais est-ce qu'elle allait survivre, toutes les épreuves qu'elle avait, et puis il lui restait très peu de temps pour pouvoir avoir un traitement. Et j'en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler le bouquin, mais ce
qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que cette fille, elle va pas se laisser abattre, elle va vraiment aller au-dessus des montagnes, elle va braver les épreuves, tout ça. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements, c'est très rythmé, c'est très fluide. C'est vraiment un bon roman à conseiller et à mettre dans les mains de vos ados. Il y a plein de petites valeurs à saisir dans cette lecture-là. Alors, donc, ici, c'est un jury Librinova, donc on a lu La longue averse de Lily D, et donc forcément qui est auto-édité. Victoria est née en Martinique, mais elle vit à Paris et elle exerce le métier de psychologue. Elle retourne quelques jours dans son île pour des vacances. Elle se cherche et elle va faire pas mal de rencontres qui vont l'impacter et qui la feront réfléchir à sa vie et forcément à ses choix de vie. Tout le roman tourne autour de cette quête identitaire où ses propres vulnérabilités vont être mises en avant, au même moment où aussi elle va trouver l'amour. Alors nous, on n'a malheureusement pas été embarqués dans l'histoire. Ça a été dur de s'identifier à Victoria et à sa quête, et franchement on a eu du mal avec le style de l'autrice. On a eu du mal à comprendre parfois qui est-ce qui parlait. Bref, c'était avec une demi-teinte que nous avons fermé ce bouquin. Parfois le courant ne passe pas, mais ça ne veut pas dire que ce livre ne vous plaira pas à vous. Et pour terminer, on va passer au livre audio. Donc comme je l'ai peut-être déjà dit, en tout cas j'en ai lu 2 ce mois-ci, donc j'ai pu les lire grâce au site NetGalley, donc où on peut avoir des services presse non rémunérés gratuitement. Astérix aux Jeux Olympiques, donc c'est aussi un SP qu'on a lu via la plateforme NetGalley. Alors on était vraiment curieuse de savoir comment on pouvait retranscrire une BD en audio. Bon, j'avoue que j'ai été bluffée par les voix car il faut savoir qu'il y a pas mal de personnages et j'avais peur de me perdre avec ça d'ailleurs. Mais le gros point positif, c'était justement ce fait que chaque personnage avait sa propre voix, ce qui était beaucoup plus simple pour la compréhension et c'était donc très agréable à écouter, c'était génial ces voix. Les intonations, c'était super bien fait. L'histoire était pas mal car ça parle d'un sujet d'actualité, les JO qui vont avoir lieu en France chez nous donc dans pas longtemps. Et franchement, j'ai bien ri comme d'habitude avec un Astérix, on ne peut pas faire autrement que rire. Mais évidemment, je suis un peu sur ma faim niveau illustration parce que autant l'histoire a été sympa, mais forcément j'ai envie de voir les images donc elles m'ont manqué. J'aimerais trop le relire en papier pour justement profiter encore plus de l'histoire. Mais à part ça, c'était vraiment un très bon moment et surtout c'est pas long. C'est environ 45 minutes d'audio donc ça passe très très vite et c'était quand même une découverte bien sympathique. Et le deuxième bouquin donc audio qu'on a pu écouter, c'est Mamie Luger de Benoît Philippon. Ne dit-on pas que la sagesse vient avec l'âge? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu et c'est ce qu'on peut un peu observer chez nos aînés. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé la scène suivante? Vous avez une vieille personne de plus de 100 ans qui se fait arrêter pour homicide volontaire et qui se retrouve dans un commissariat pour être arrêtée et peut-être finir ses derniers jours en prison. En général, quand on pense aux vieilles personnes, on pense peut-être aux maisons de retraite, aux EHPAD, ce genre de choses. On les voit fragiles avec une canne, ou en tout cas souvent assises et être un peu ronchon, mais pas à vouloir finir ses jours en prison. Ici, c'est l'histoire de Mamie Luger, donc une centenaire qui est arrêtée par la police parce qu'elle a tiré sur son voisin et il a été blessé, il est à l'hôpital entre la vie et la mort. Mais si c'était que ça, j'ai envie de vous dire. En fait, on se rend compte dans toute l'histoire que Mamie Luger, elle a vécu, forcément elle a 102 ans, donc elle en a vécu des années, mais elle a quand même beaucoup de secrets et beaucoup de bagages derrière elle. Et pas forcément des bonnes choses. Ce qui m'a vraiment plu dans cette histoire, c'est le dynamisme, le rythme. En tout cas, ça s'écoutait très vite. La personne qui a lu le bouquin, elle avait vraiment une voix super... elle était très captivante. Et la voix qu'elle avait pour Mamie Luger, c'était top. Elle avait un humour aussi, mais très décapant, très déroutant. Moi, c'est ce qui m'a énormément plu en fait dans ce bouquin, c'est cet humour. J'ai ri, mais vraiment, je ne peux pas le dire sur les doigts de ma main tellement j'ai ri. Et ça fait vraiment du bien de lire des bouquins comme ça où on rit beaucoup en fait. C'est plaisant en fait, c'est un vrai plaisir de lire. On pourrait dire que c'est un feel-good finalement, mais pourtant, il y a du meurtre, il y a beaucoup de meurtre dans ce bouquin. Ce serait limite plutôt un thriller, mais comme il y a énormément d'humour, on ne sait plus trop en fait comment définir ce bouquin. Disons que c'est une fiction contemporaine quoi. Mais c'était vraiment une bonne lecture. Donc au niveau de la structure narrative, c'est super intéressant parce qu'en fait on a un peu l'histoire qui est racontée donc, par Mamie Luger et forcément il y a plus de 50 ans qui vont être définis. Et donc on a un peu comme deux moments dans l'histoire. On a le moment où elle est dans la salle d'interrogatoire et elle va être interrogée donc, par l'inspecteur. Et on a les moments à chaque fois où elle raconte les bribes de sa vie en fait. Donc c'est super bien ficelé tous ces moments-là.
Et le fait qu'elle raconte sa vie et qu'ensuite elle est dans cette salle d'interrogatoire, bah, ça nous fait vraiment comprendre tout ce qui s'est passé, pourquoi elle en est là où elle est aujourd'hui en fait. Et bon, même s'il y a des choses c'est pas bien, bon, ça reste quand même une bonne lecture. Bon après, moi, il y a juste un petit hic, je trouve qu'il y avait un peu trop de scènes trop explicites quand il y avait du sexe. Mais bon, après, ça, c'est le ressenti de chacun. Moi, ça m'a un petit peu dérangé à certains moments. Surtout que bah, je devais écouter, donc je pouvais pas forcément passer. Je trouve que ça fait quand même un beau bilan. 14 bouquins, dont aussi quelques albums jeunesse. Hein. Mais dans les jeunesse, il y avait quand même du roman. Donc ouais, il y avait pas mal de pages lues. Hein. J'ai bien aimé parce qu'il y avait un peu de tout, bah, du thriller, du feel-good, de la fiction historique, enfin un peu comme d'habitude, un petit peu de fantasy. C'est vrai que j'en lis pas beaucoup, mais j'ai envie d'en lire plus en tout cas. Si vous avez des conseils à me donner d'ailleurs, bah, n'hésitez pas. Je sais que certains d'entre vous lisent pas mal de fantasy et moi, c'est un peu un univers inconnu, donc j'ai envie de découvrir plus. Si vous avez des idées pour moi, n'hésitez pas. En fonction de ce que je vous présente, peut-être que vous aurez des idées. Alors, est-ce que vous avez lu un de ces bouquins? Est-ce que l'un d'entre eux vous tente particulièrement? N'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des recommandations vous aussi, bah, n'hésitez pas aussi à les mettre. Je prendrai aussi un plaisir à les noter et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les mots d'or. À très bientôt!